Voilà, dans ce deuxième diaporama, on va parler donc de choses très actuelles. On va parler des environnements littoraux, alors actuels et récents, de leur formation. En 3 parties, je vais d'abord parler de la houle, ensuite de la marée et ensuite des embouchures. Alors en guise d'introduction, je vais revenir sur un petit peu de vocabulaire. J'ai employé le terme d'environnements littoraux donc dans le titre. En fait, on parle en général plus largement d'environnements côtiers. En fait, les environnements côtiers, ça désigne tous les environnements qui ont pris naissance ou alors qui sont simplement situés à proximité d'une côte. Tout ce qu'on va voir cette semaine, ce sont des environnements côtiers. Mais, bon, parmi ces environnements côtiers, certains sont des environnements littoraux au sens strict. Donc les environnements littoraux, c'est ceux, heu, dont la formation et l'évolution est en partie ou totalement contrôlée par les 2 agents dynamiques océaniques qui sont la houle et la marée. Donc en fait, dans ce qu'on va voir cette semaine, il y a des environnements qui sont vraiment des environnements littoraux, comme le bassin d'Arcachon, comme l'estuaire de la Gironde, comme les marais, du Nord-Médoc. Par contre, certains autres sont des environnements côtiers. Si je prends l'exemple du cordon dunaire que j'ai évoqué à la fin du premier diaporama, c'est un environnement côtier qui a pris naissance à proximité d'une côte, mais qui est modelé par le vent. Donc en fait, hein, c'est pas un environnement littoral au sens strict. Et puis enfin, si on va du côté estuaire, sur les terrasses de gravier, hein, qui supportent les appellations prestigieuses du Médoc, ça, ce sont des formations de bas niveau marin, à un moment où le littoral était 200 kilomètres plus à l'est. Donc là, hein, ce sont simplement des environnements qui, actuellement, sont à proximité d'une côte, mais qui ne l'étaient pas au moment où ils ont pris naissance. Voilà, bon, donc là, je vais parler simplement des environnements littoraux. Alors, on aime bien, faire des classements, voilà, les environnements littoraux, on les classe en fonction de l'importance relative, hein, des 3 agents dynamiques. Alors les 2 agents dynamiques marins, la houle et la marée, les 2 côtés, enfin les 2 pôles inférieurs du triangle et puis le pôle supérieur, là, c'est l'agent dynamique, continental, qui sont donc les rivières ou les fleuves, les écoulements fluviatiles au sens large. Le principe du diagramme triangulaire, mais je vais rester très simple, hein, c'est qu'ici, on a un environnement qui est 100 contrôlé par la houle, 100 contrôlé par la marée ici, 100 contrôlé par les écoulements fluviatiles ici et puis évidemment, en fonction de la position où on est dans le triangle, ben, ça va être une proportion variable des 3. En gros, on va voir nous, bah, tout ce qui est, de près ou de loin lié aux écoulements fluviatiles, bah, toute la partie supérieure du triangle, mais c'est les embouchures. On en a 2, on a Arcachon, on a l'estuaire de la Gironde et ça, ce sera pour la, 3e partie de cet exposé. Dans un premier temps, on va parler de tous les environnements, littoraux qui, sont, éloignés des embouchures. Voilà, donc soumis à la houle et à la marée ou aux 2. Donc ça va être les côtes. Alors, côtes rocheuses, pour avoir des côtes rocheuses ici, il faut aller plus au nord, hein, en Vendée et puis évidemment vers la Bretagne ou alors beaucoup plus au sud, vers le Pays basque. La côte aquitaine, hein, c'est ce qu'on appelle une côte basse, il y a pas de formation rocheuse importante, donc en fait, hein, c'est une côte sableuse et souvent pour les côtes basses d'ailleurs, on parle de côte linéaire. Bah, le terme n'est jamais, ne sera jamais autant approprié que dans ce cas-là, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le littoral aquitain, c'était 200 kilomètres en ligne droite, hein, depuis l'estuaire de la Gironde jusqu'à l'embouchure de l'Adour. Donc on est vraiment sur une côte linéaire. Alors on va parler d'abord de la houle et puis ensuite dans un deuxième temps, on parlera de la marée. Alors les environnements soumis à la houle, bah, déjà qu'est-ce que c'est que la houle? Je vais être assez rapide, vous connaissez tous, hein, l'origine de la houle. C'est le vent qui souffle à la surface de la mer. Donc ce vent qui souffle à la surface de la mer, hein, ça crée, voilà, un clapot qui s'organise et puis qui, une fois qu'il est organisé, en fait, c'est un train d'ondes qui se propage, d'ailleurs en dehors de la zone soumise au vent. Donc lorsque la houle se propage dans l'océan, de façon libre, c'est une onde qui est caractérisée donc par, alors il y a des crêtes et des creux, il y a une distance constante entre 2 crêtes qui est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Il y a une vitesse constante de propagation de la houle et puis tout ça, se fait sans mouvement. En fait, au moment où le train d'onde passe, en fait, les particules subissent heu, un mouvement circulaire, mais reviennent toujours à leur position de départ et lorsque le fond est, très profond, il n'y a pas d'interaction entre la houle et le fond, donc il y a pas de déformation de la houle. Par contre, dès qu'on se rapproche de la côte et que la profondeur diminue, la houle interagit avec le fond et donc ça va la déformer. Alors les déformations, c'est, déjà,
une diminution de la longueur d'onde. En fait, les crêtes se rapprochent les unes des autres. La houle, est ralentie et puis alors elle va commencer à tourner autour des caps. Enfin voilà, il y a des modifications de la direction. Vous verrez ça, sur une image qui est très belle après. Et puis enfin, lorsqu'on arrive au niveau du littoral, bah, la houle, elle déferle. Alors le déferlement, ça vous connaissez tous, hein, vous avez tous déjà expérimenté. Voilà, donc là, vous avez en fait une vague qui déferle sur le littoral. Alors ça crée, bah, sur la zone basse de la plage, des courants alternatifs, bah, dirigés vers le haut et vers le bas. Alors vers le haut, c'est ce qu'on appelle le swash, vers le bas, c'est ce qu'on appelle le backwash. Voilà, swash, backwash, à chaque fois que vous avez une vague et vous savez tous que c'est des courants qui sont très puissants. Donc c'est un environnement qui est très agité. Ça veut dire que dès que vous avez une côte qui est soumise à l'action de la houle, où la houle déferle, il ne peut pas y avoir de dépôt fin. Il ne peut pas y avoir d'argile. Toutes les argiles sont éliminées et on n'a que des dépôts grossiers, du sable, voire des galets. Donc en fait, pour avoir des dépôts d'argile dans les zones côtières, beh, il faut que d'une façon ou d'une autre, la houle a été brisée et qu'on soit dans des zones qui sont protégées des houles. On verra après comment ça comment ça fonctionne. Alors les transformations que subit la houle quand elle arrive à la côte, voilà, vous les voyez assez clairement sur cette belle image, hein, qui est quelque part en mer d'Arabie. Voilà, donc là, vous voyez des trains de houle qui arrivent du large, avec des crêtes qui sont régulièrement espacées, donc une longueur d'onde qui est constante, une vitesse qui est constante. Et puis dès qu'on se rapproche de la côte, donc la profondeur diminue et vous voyez, bah, toutes les modifications que va subir la houle. Alors déjà, une diminution de la longueur d'onde et de la vitesse, on voit que les crêtes se rapprochent. Voilà, et puis vous avez, voilà, ce qu'on appelle la réfraction, là, autour des caps et des pointes. Vous pouvez avoir des interférences à certains endroits, hein, donc la houle se réfracte à 2 endroits et puis vous avez des trains de houle qui interagissent. Et puis alors en fait dans les baies, hein, la houle est progressivement amortie et quand on est dans des zones relativement protégées, la houle a tendance à disparaître. Voilà, tout ça est résumé sur ce petit schéma. Donc la houle se concentre sur les caps et elle a tendance à éroder. La houle au contraire se dissipe dans les baies, où on a tendance à accumuler. Du coup la houle, elle a tendance en fait à régulariser le trait de côte. Bon. À quel moment est-ce qu'on va voir disparaître la houle? Bah, il faut être dans une embouchure, hein, il faut que la houle se soit franchement brisée. Alors moi, je vous montre juste une image, hein, qui n'est pas dans le secteur où on est. Nos amis nantais auront peut-être reconnu Pornic. Voilà, donc je trouve que cette image est très belle. En fait, on voit un train de houle, hein, qui arrive là à l'entrée de cette embouchure, alors qui se brise effectivement ici sur la plage et puis progressivement, la houle est dissipée, l'énergie de la houle est dissipée. Et puis quand on est ici à l'intérieur de l'embouchure, en fait, il y a plus du tout de houle et là, on va être dans un environnement suffisamment calme pour qu'on puisse commencer à cumuler de l'argile, des particules fines, de la vase. Et là, vous voyez qu'on aide la houle à se briser en construisant des digues, hein, c'est le principe des ports, des havres, voilà. Ici, on va accumuler de l'argile. Par contre, on comprend qu'ici, tant qu'il y a une action de la houle, il ne peut pas y avoir de particules fines. Bon, alors évidemment, là, c'est une côte rocheuse, mais sinon ce serait une plage sableuse, s'il y avait une plage. Dans le secteur où on est, pour, voir disparaître complètement la houle, il faut rentrer à l'intérieur de l'estuaire de la Gironde, à peu près 10 kilomètres en amont après le bec d'Ambès, il n'y a plus de houle et puis tout le bassin d'Arcachon, dès qu'on a franchi les bancs de sable qui sont, à l'entrée du bassin sur lesquels se brise la houle, il n'y a plus de houle océanique, il n'y a plus de houle du large. Voilà, donc on reviendra après sur ce qui se passe dans ces environnements quand il n'y a plus de houle. On revient sur la côte ouverte soumise à la houle. Alors, cette image là où vous voyez une vague qui déferle, on a l'impression qu'elle déferle parallèlement à la plage. En fait, c'est assez rarement le cas. En fait, la probabilité pour que les crêtes de houle arrivent parallèlement à la plage, en fait, elle est assez faible et la plupart du temps, la houle, elle va être inclinée, va avoir un certain angle par rapport à la direction de la plage. Du coup, ça a une conséquence absolument essentielle pour l'évolution des zones côtières et en particulier de la zone aquitaine. C'est résumé très simplement sur ce petit schéma. Donc là, vous avez une plage et puis vous avez des crêtes de houle qui arrivent de façon oblique avec le sens de propagation de la houle. Quand la houle arrive ici et qu'elle déferle sur la plage, alors le courant de swash, qui est celui qui remonte, va prendre une particule sableuse ici et va l'emmener perpendiculairement aux crêtes de houle, dans le sens de la direction de la houle. Et le backwash, lui, en fait, il ne va pas suivre le chemin inverse. Lui, par contre, il va suivre la pente de la plage. Donc en fait, il va ramener le grain
dans cette position. Il n'y a pas la position de départ et puis donc swash, backwash et vous voyez que le grain, petit à petit, se déplace dans ce sens, est animé d'un mouvement de dérive et donc cette lente dérive des grains de sable sur un littoral sableux avec une houle oblique, c'est ce qu'on appelle la dérive littorale et c'est absolument essentiel dans le façonnement de la côte. Alors, vous reconnaissez ici la côte aquitaine. Mais il se trouve que la houle alors les houles en fait sont variables en fonction des conditions météo, mais la direction moyenne générale des houles, hein, c'est des houles qui sont de nord-ouest, très légèrement de nord-ouest. Donc qui arrivent avec un certain angle ici sur la côte, donc avec des crêtes de houle qui n'ont pas exactement la direction du trait de côte et donc qui génèrent un courant de dérive littorale, bah oui, qui part du nord ici et puis qui va jusqu'au sud. C'est ça qui explique l'aspect extrêmement, rectiligne de ce trait de côte. On estime que le volume de sable qui transite en un point donné, chaque année, alors c'est une estimation, hein, qu'il faut prendre évidemment avec une grande marge d'erreur, c'est à peu près 600 000 m3 par an. Ça veut dire que si vous vous posez à un endroit et que vous regardez l'océan pendant 1 an, vous allez voir passer devant vous 600 000 m3 de sable. Et donc là, vous allez me dire, bah, si on fait partir du sable du nord et puis qu'on le fait aller vers le sud, au bout d'un moment, on va avoir un littoral complètement érodé au nord et au contraire quelque chose de parfaitement engraissé au sud. Bon, en réalité, le sable qui part, il est compensé par, bah, les arrivées depuis ces zones peu profondes, là, qu'on appelle le plateau continental. En fait, la houle remonte régulièrement du sable depuis ce plateau continental vers le littoral, donc ça compense le départ et puis quand le sable arrive ici, il va emprunter ce chemin-là, c'est-à-dire qu'il s'engage dans un canyon profond qu'on appelle le gouffre de Cap-Breton et donc en fait, il est transféré vers le milieu profond. Ça veut dire qu'à l'échelle du golfe de Gascogne, le rôle de la houle, beh, c'est finalement de prendre du sable dans les zones peu profondes et de l'amener dans les zones profondes. Alors évidemment, le chemin est pas, linéaire. Bon, on revient sur notre trait de côte aquitain. En fait, on pourrait dire que, tout ce qui part vers le sud est compensé par ce qui arrive vers le nord, c'est pas tout à fait vrai. En fait, à l'échelle du XXe siècle, on a un littoral qui est en érosion d'à peu près 1 m par an. C'est les taux moyens de recul qui ont été observés et qu'en fait on peut, enfin on a un excellent, outil de mesure de ce retrait du trait de côte. Voilà, c'est les blocos, hein, qui ont été construits donc par les Allemands, au sommet de la dune, il y a 80 ans et qui maintenant sont tous sur la plage, plus ou moins loin de la dune et en fait la distance entre la dune actuelle et ces blocos, bah, permet de mesurer le recul. Ici, on est sur la plage du Gurp, hein, où on sera donc nous le mardi après-midi, où on a un recul, hein, bon, enfin vous pourrez l'estimer, hein, qui est d'une cinquantaine de mètres en 80 ans, probablement un tout petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce courant de dérive littorale rencontre une embouchure? Ben, en fait, il a tendance à l'obstruer avec des bancs de sable, hein, qui vont s'accumuler depuis la zone amont et puis qui s'étirent vers le sud. Donc en fait, la dérive littorale construit des flèches sableuses, comme celle-ci. Voilà, ça c'est la flèche du Cap Ferret et on voit que la flèche du Cap Ferret, construite par la dérive littorale, ben, elle a obstrué ce qui à l'origine était probablement un estuaire, l'estuaire de la Leyre et maintenant l'estuaire de la Leyre est devenu une lagune, le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon est encore toujours très largement ouvert, hein, parce que sa grande superficie fait qu'il y a des courants de marée qui sont extrêmement forts et que la dérive littorale n'arrive pas à obstruer cette lagune. Par contre, plus au nord et plus au sud, on a 4 grands lacs, enfin 2 au nord et 2 au sud, qui eux sont complètement fermés par la dérive littorale. Au nord, voilà, c'est l'étang donc de Hourtin-Carcan et l'étang de Lacanau. Voilà, à l'origine, on devait avoir un littoral qui avait à peu près cet aspect-là et la dérive littorale a, fermé ces lacs par bah, enfin, via ce cordon littoral, ce cordon de dunes littorales. Petite parenthèse, ça en fait, ce sont des embouchures de tout petits fleuves côtiers. Normalement, il devrait toujours y avoir un écoulement qui devrait se faire à travers les dunes et qui devrait permettre à l'eau de s'écouler et de rejoindre l'océan. C'est le cas plus au sud dans les Landes. Par contre, pour ces 4 grands lacs, hein, qui sont au nord et au sud d'Arcachon, en fait, ils ont été totalement obstrués parce que l'écoulement a pu se faire à l'arrière des dunes, mais en fait vers le bassin d'Arcachon et d'ailleurs ces 2 lacs sont toujours reliés par un canal au nord du bassin d'Arcachon. Même chose pour les 2 lacs qui sont plus au sud.
Alors le lac de Caso-Sanguinet et le lac de Parentis-Biscarrosse, alors qui eux ne cachent absolument pas, contrairement aux 2 étangs du Nord, le fait qu'ils ont été des embouchures, hein. Voilà et même chose, la dérive littorale les a totalement obstrués parce que l'écoulement a pu se faire vers le nord, vers le bassin d'Arcachon et il y en a toujours ici un canal, hein, qui rejoint le bassin ici vers Gujan-Mestras. Par contre, plus au sud, les autres petits lacs landais et vous en avez un ici dont je ne me souviens plus le nom, l'écoulement n'a pas pu se faire vers le nord, donc en fait, eux, ils sont toujours reliés à l'océan par ce qu'on appelle des courants dans les Landes. Alors, tous plus ou moins, aménagés, endigués pour éviter qu'ils bougent. Il y en a un qui est encore totalement naturel, un peu plus au sud. Alors c'est une petite parenthèse, je vous le montre parce que c'est vraiment très joli et ça illustre bien cette dérive littorale. Voilà, donc là, on est vraiment au cœur du département des Landes, c'est l'étang de Léon. L'étang de Léon donc correspond à l'embouchure d'une petite rivière côtière qui arrive ici, par là et puis donc de l'étang de Léon, on a un courant qui, part ici vers l'ouest, qui serpente à travers les dunes, qui à l'origine devait rejoindre l'océan à peu près par là et puis la dérive littorale a progressivement contraint son courant, à dévier son tracé vers le sud, vous voyez, sur plusieurs kilomètres et actuellement, le courant, alors c'est le courant du Chay, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, rejoint l'océan ici, voilà, en serpentant à travers les dunes. Bon, petite parenthèse, ça fait 40 ans, presque jour pour jour que je suis à Bordeaux et je n'ai toujours pas eu l'occasion d'aller voir ce courant du Chay de près, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour ou l'autre. Voilà, parenthèse refermée. On n'ira pas jusque-là, évidemment. Et alors plus au nord, on a évidemment l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde, lui, même chose. Il y a une flèche sableuse construite par la dérive littorale depuis la rive nord, donc depuis la rive charentaise. Voilà, et vous voyez que cette flèche sableuse, en fait, très rapidement, elle s'infléchit vers la côte. La puissance des courants, de vidange, hein, de l'estuaire, évidemment, enlève toute chance à cette flèche sableuse de pouvoir grandir plus que ça. Voilà et donc ça ferme ici une petite anse, hein, qui est ce qu'on appelle l'anse de la Coubre. Alors l'anse de la Coubre, voilà, donc vous avez ici le phare de la Coubre, pour ceux qui connaissent. Vous avez ici le zoo de la Palmyre et puis ce cordon sableux protège l'intérieur de l'anse en elle-même, de l'action de la houle et en fait ici, on a un environnement qui est entièrement soumis à la marée et dans lequel on va voir se développer les environnements dont je parlerai dans la deuxième partie de ce diaporama. Dernière chose pour terminer et ça je vous en parle parce qu'on sera vraiment au cœur de cette petite curiosité. Donc on a effectivement ce courant de dérive littorale qui, circule pratiquement du nord au sud, mais là, vous voyez ce qui se passe. En fait, le trait de côte s'infléchit ici, à proximité de l'estuaire de la Gironde, donc tout à fait dans le Nord-Médoc. Voilà, donc vous avez cette espèce de courbure là du trait de côte et ça a une conséquence, tout à fait particulière. Alors là, vous avez la direction générale des houles qui effectivement crée ce courant de dérive littorale qui part vers le sud, sauf que là, mais le fait que le trait de côte soit orienté différemment fait qu'on a un deuxième courant de dérive littorale qui part de ce secteur-là et qui va vers la pointe de Grave. Ça veut dire qu'on a un secteur ici, là, de quelques kilomètres. Alors en fait, c'est entre l'Amélie, où on sera logé, et puis la pointe de la Dégade, hein, qui est 1 ou 2 kilomètres au sud. Cette zone est particulièrement sensible à l'érosion, tout simplement parce que même si la houle remonte du sable depuis le plateau continental, le fait que ça parte et vers le nord et vers le sud fait que le recul du trait de côte est bien plus important ici qu'il ne l'était au sud. On estime que sur le XXe siècle, le recul moyen du littoral dans le secteur de l'Amélie, c'est de 4 mètres par an. Et alors là, vous avez une image, hein, heu, beaucoup plus rapprochée du secteur de l'Amélie, donc ça, c'est le hameau de l'Amélie. Voilà la direction des houles et en fait, ce que vous voyez ici, là, ce sont les blocos, qui datent donc de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la dune actuelle et vous voyez que le retrait dans ce secteur-là, c'est de 180 mètres. Allez, 180 mètres, presque 200 mètres en 80 ans, donc c'est énorme. Ce recul très rapide du trait de côte a contraint, alors la mairie de Soulac, mais le département et la région à déployer, cet ouvrage-là impressionnant qui est une digue alors qui a été construite, je pense, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui permet de protéger ce secteur un peu sensible de l'Amélie, hein, de l'érosion. Alors ça, c'est l'hôtel. Bon ça, c'est notre hôtel, l'hôtel des Pins, ça c'est la petite église qui est devant. Donc vous voyez qu'effectivement là, le recul dans ce secteur-là est à peu près stabilisé.
Mais ce qu'on sait, c'est que dès qu'on construit un aménagement et qu'on empêche l'érosion de se faire à un endroit, du coup, l'action se déplace et au nord et au sud et là, on voit très clairement que l'érosion contourne cette digue et par le sud et par le nord. Ça, c'est l'avenue qui rejoint la ville de Soulac. 2 kilomètres au nord, on a cet immeuble, hein, qui est devenu un peu un symbole de l'érosion côtière, dont vous avez tous déjà sans doute entendu parler, qui s'appelait le Signal. Alors je dis qu'il s'appelait, parce que ça, c'est une image, en cours de démolition il y a 1 ou 2 ans. Il a été totalement, démoli, donc en fait, il n'existe plus. Voilà. Bon, on pourra passer devant, mais je pense qu'on voit plus rien. Voilà, donc l'Amélie, la pointe de l'Amélie est ici. Alors je vais terminer cette première partie en mentionnant le fait que, encore une fois, le littoral aquitain est un littoral en érosion, très importante ici, un peu moins au sud et évidemment hors influence anthropique, même si l'influence anthropique ne fait qu'accélérer ça. Ça veut dire qu'en fait, la houle ne construit rien en zone aquitaine. On n'a pas d'environnement côtier construit par la houle. Lorsque ça existe, et ça existe, hein, sur les côtes de la mer du Nord, sur les côtes du Brésil, on va avoir des grandes plaines côtières avec des petites rides sableuses accolées les unes aux autres, parallèles. Bon, ici, évidemment, ça n'existe pas. Si, ça existe, mais ça existe du côté estuaire. On a bien une ride sableuse construite par la houle, mais c'est pas du côté, océan.